Donc, le document qu'on va utiliser là pour commencer, l'adresse normale, c'est celle-là. Je l'ai simplifié ici. Donc, bit.ly/2o83cne. Les majuscules, ça compte. Et ça vous télécharge un zip. Donc sur Windows, le fichier zip, il ne faut surtout pas double-cliquer sur lui. Vous allez avoir l'impression que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est inutilisable. Donc vous faites un clic droit extraire. Il va falloir peut-être mettre le zip sur le bureau pour éviter des problèmes de non trop long. Et même malgré ça, je pense que vous allez avoir des problèmes de non trop long. Parce que si je regarde la version dézippée ici chez moi sur le Mac, la version dézippée du document, je vois que parmi les liens, il y a en fait des images qui ont des noms très longs. Et ça pose problème pour Windows. En fait, il faut savoir que sur le Mac, pour la longueur du chemin, là, par exemple cette image-là qui se trouve dans ce dossier-là, qui se trouve dans celui-là, ça c'est tout le chemin. On n'est pas limité, en fait, vraiment, je pense que la limite doit être au-delà de 256 caractères sur le Mac. Et sur le PC, il y a des limites dans les chemins. Donc même pour le Mac, je pense qu'on est largement au-delà des 256 caractères pour le chemin, et sur le PC, pas. Sauf depuis 1 an et demi à peu près, dans Windows, il y a une possibilité de faire en sorte qu'il accepte les chemins longs. Mais vous n'allez pas pouvoir l'enclencher, cette option-là, sur l'ordinateur ici. Donc voilà. Quand vous dézippez, vous allez donc avoir des messages d'erreur. En effet, faites ignorer. Ça veut dire que certaines des images seront manquantes, en fait. Certaines des images ne vont pas se mettre dans le dossier. Vous pouvez me confirmer peut-être que quand vous ouvrez le dossier dézippé chez vous, dans le dossier Links, vous avez certaines images, notamment ces trois-là, qui n'apparaissent pas. À mon avis, elles n'ont pas pu être dézippées et mises sur le disque dur de Windows. Malgré que vous avez mis le zip sur le bureau. Donc dans un chemin assez court sur Windows. Bon, c'est pas très grave hein, qu'il y ait 3 images qui manquent dans le document, c'est pas un drame. Il y a peut-être celle-là aussi, évidemment, qui est fort longue. Le fait est que, voilà, une fois que vous avez fait clic droit extraire sur le PC, vous devez ouvrir le fichier INDD dans InDesign. Si vous essayez de faire ça un jour sur un ordinateur qui contient un InDesign plus ancien, vous allez devoir utiliser le IDML, parce que le INDD ne fonctionnera peut-être pas dans un InDesign ancien. C'est pour ça qu'il y a un IDML. Ceci, c'est ce qu'on appelle un dossier d'assemblage. J'ai fait ça au départ d'un document InDesign. Je lui ai demandé de faire un dossier d'assemblage. Ça veut dire qu'il a mis le document en version InDesign, la dernière version. Il a fait une version IDML, une version PDF, des instructions, mais qui contiennent rien ici, j'ai rien mis. Des liens, un dossier Links avec des liens, et les fontes du document. Il y a une des fontes qui n'est pas installée sur votre ordinateur, c'est pas grave. InDesign va vous mettre un message, c'est un titre qui utilise une des fontes qui sont là. Vous n'avez pas besoin de l'installer. Si vous l'installez, c'est la fonte manquante qui est livrée là, je ne sais pas laquelle c'est. La Mona Lisa, voilà, si vous l'installez, le document ne vous mettra plus le message sur la police manquante, bien entendu. Mais ça n'a pas d'importance, ne vous cassez pas la tête à l'installer, ça n'est pas très grave. On peut ouvrir un document InDesign avec une police manquante, ça n'a pas toujours été le cas avec les autres logiciels, notamment les concurrents de InDesign. Parfois, quand la police était manquante, ça plantait, mais là, avec InDesign, ça ne pose aucun problème qu'une police soit manquante sur l'ordinateur. Donc, elle est là dans le dossier, mais pour qu'elle soit utilisable, il faudrait vraiment l'installer, quoi. Mais ne le faites pas. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir d'autre comme problème, à part le fait qu'il faut vraiment faire clic droit extraire, sinon... Ah oui, autre problème, vous avez un dossier Mac OS X qui est dans votre dossier des IP. Ne l'utilisez pas. Ce sont des icônes Mac et ce ne sont pas des documents utilisables. Ça commence typiquement par point underscore. Les noms commencent par point underscore. Ici, sur le Mac, on ne le voit pas, ce dossier Mac OS X. C'est quand on transfère le dossier sur un PC que ça se voit. Ah oui, au passage, vous remarquez qu'un document InDesign qui a été fait sur un PC va fonctionner, qui a été fait sur un Mac va fonctionner sur un PC et inversement. Il faudra juste penser à installer les polices. Donc c'est quand même compatible de la version InDesign PC vers Mac ou inversement. Ça passe.
Voilà, je pense que c'est tous les problèmes que vous pourriez avoir quand vous transférez. C'est quand même pas mal, hein. Le fait que ceux qui sont habitués à des Mac ne savent pas que pour utiliser le zip, il faut l'extraire. Ils ont tendance à double-cliquer sur lui. Ça ne marche pas dans Windows. Il faut faire clic droit extraire. Le fait qu'il y a des fichiers trop longs qui fonctionnaient très bien sur le Mac, mais qui sur le PC, quand le PC n'a pas été modifié pour qu'il accepte les noms longs, il va vous mettre des messages d'erreur au dézippage. Voilà. Le fait qu'il y ait un dossier Mac OS X qu'il ne faut pas toucher, ce sont les icônes Mac qui ne servent pas sur Windows, mais il est quand même dans le zip, il ne faut pas y toucher. Ça, c'est aussi une source de problème Et quoi d'autre encore Ah oui, la fonte manquante qu'il faut installer si vous voulez absolument utiliser le document avec la fonte qui a été utilisée dans le titre. Sinon, on remplace simplement la fonte dans le document InDesign, on va sélectionner le titre qui utilise la fonte Mona Lisa et on remplace par une autre police qui est disponible sur l'ordinateur Windows. Et ça marche. Voilà. Ok, donc quand tu ouvres le document InDesign, tu ne vois pas les images dans le document InDesign, tu as des fonds gris à la place. D'accord. À mon avis, tu as essayé de double-cliquer sur le zip et d'ouvrir le InDesign qui est dans le zip. Et tu as fait extraire et tu es allé dans le dossier extrait, tu n'es pas dans le zip. Ah oui, parce que extraire, ça ne suffit pas, il faut aussi utiliser ce qui est dans le dossier qui a été créé, à côté du zip. Le zip, on peut même le jeter une fois que ça a été extrait. Et c'est le document InDesign dans le dossier extrait qui s'est créé à côté du zip, c'est celui-là qu'on ouvre. Et là, normalement, le InDesign va voir les liens. C'est ça le problème, c'est juste une preview, le double-clic sur le zip sur Windows. Ça montre juste ce qu'il y a dedans, mais ça n'est pas utilisable. Donc, double-clic sur la main dans la palette des outils pour centrer les pages dans le document, là. Alors voilà, on a des images qui sont là. Alors, lesquelles sont manquantes, lesquelles ne le sont pas? Dites-moi un peu l'image de ces deux superbes poneys des savanes. Est-ce que vous l'avez ou pas? Est-ce que celle-là pose problème? Est-ce qu'elle ne s'est pas dézippée? Non, on l'a. Vous l'avez, super. Donc, dans la palette liens, menu Windows Links, il n'y a pas de petit point d'exclamation pour dire qu'elle est manquante. C'est parfait. Eh bien, on va l'ouvrir dans Photoshop. Donc, quel nom est-ce qu'elle a? C'est ça, le plus simple à faire, parce que je sais que sur vos PC, quand on demande au départ de InDesign de l'ouvrir dans Photoshop, ça ne marche pas toujours. Hein, normalement, dans la palette liens, bon, d'abord, si l'ordinateur est réglé pour que les JPEG s'ouvrent dans Photoshop, c'est facile, mais ce n'est pas le cas chez vous, à mon avis. Également, quand on va après avoir donc activé l'image, après avoir cliqué sur elle avec la flèche noire, elle est en surbrillance dans la palette liens. Quand on va dans le menu de la palette liens et qu'on demande modifier avec, je pense que dans la liste, vous ne voyez pas Photoshop chez vous. Donc voilà, il va falloir faire autrement ici. Pour modifier cette image, nous allons lancer Photoshop et l'ouvrir manuellement dans Photoshop en faisant Fichier ouvrir dans Photoshop. Donc ceux chez qui les images apparaissent toutes avec des points d'exclamation, soit c'est parce que vous avez ouvert le document InDesign qui vient du zip, qui est dans le zip. Il faut vraiment ouvrir le document InDesign qui est dans le fichier dézippé, dans le dossier dézippé. Ou alors, c'est aussi parce que quand vous ouvrez, il y a un message qui apparaît à propos des liens. Il faut choisir Update Links, mettre à jour les liens. Et à ce moment-là, ça doit fonctionner. Si ça ne fonctionne toujours pas, malgré que vous avez ouvert avec Update Links, il va falloir manuellement indiquer dans quel dossier se trouvent les images en faisant ceci. Bien sûr, ceux qui n'ont pas de problème ne le font pas, mais je vous indique comment il faut le faire un jour si ça vous arrive. Clic, majuscule, clic pour activer toutes les images dans la liste des liens. Ensuite, dans le menu de la palette liens, il va falloir refaire le lien vers le dossier et aller chercher dans le dossier dézippé, bien sûr, le dossier links qui contient les images. Voilà, il faudra indiquer choisir. Et là, ça devrait absolument régler le problème. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à ce que les images, sauf bien sûr celles qui n'ont pas réussi à se dézipper, mais en tout cas la plupart des images soient
soit accessible. En tout cas, celle de ces deux poulains de savane devrait être accessible. Voilà, donc on en était à être dans Photoshop et vous allez ouvrir l'image en question, fichier ouvrir, puisque la technique de demander l'ouverture au départ de InDesign ne fonctionne pas sur l'ordinateur là qui est un peu bridé, en fait, votre ordinateur que vous avez là. Donc j'utilise la méthode complètement manuelle aussi. Donc voilà, c'est celle-là. Parfait. Alors en bas à droite, en bas à gauche du cadre, en bas à gauche du cadre, vous avez une indication sans doute de la taille du document, comme ceci. Ça va venir, voilà ça. C'est ce que vous avez, ce genre de choses? En bas à gauche, vous allez sur la petite flèche, vous allez demander profil du document. Profil du document. Et ça vous indique normalement quoi? RVB sans description? Oui, en effet, parce que j'ai mon Photoshop en version française. Parce qu'il faut que je vous dise que pour faire fonctionner les logiciels Adobe en version anglaise, j'ai dû aller précédemment dans les préférences de l'ordinateur. C'est la même chose sur Windows. Si vous voulez faire fonctionner les logiciels Adobe en anglais, changer de langue, il faut changer la langue du système d'exploitation. Donc moi, précédemment, je suis allé là dans les réglages de langue de l'ordinateur. J'ai mis anglais en premier lieu. Raison pour laquelle donc mon InDesign s'est lancé en anglais. Par contre, Photoshop, c'est l'exception. C'est l'exception. Évidemment, vous n'avez pas le problème, mais je vous montre ici. Photoshop, c'est l'exception. Pour modifier la langue de Photoshop, il faut aller dans les préférences du logiciel, préférences d'interface, et c'est ici que je peux choisir le forcer à être en anglais. Vous voyez? Donc lui, il ne suit pas, c'est le logiciel Adobe qui ne suit pas la langue du système d'exploitation, raison pour laquelle il était resté en français, ce qui n'est pas très grave. Hein. Mais enfin, je vous montre que voilà, c'est toujours intéressant. Parce que si vous êtes amené un jour à travailler dans une équipe où les personnes parlent plusieurs langues, bien entendu, n'espérez pas que les gens vont avoir la suite Adobe installée en français sur les ordinateurs. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Ce sera très probablement en anglais. Voilà, donc comme prévu, j'ai mon Photoshop qui s'est ouvert en anglais cette fois-ci. Ok, donc File, Open, c'est ce que vous avez fait. Et j'ouvre l'image en question. Et on en était, en effet, à la place de RVB sans description, j'ai la version anglaise de ça, c'est Untagged RGB. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Photoshop ne sait pas pour quel matériel cette image est faite. Parce que du RGB, des images RVB, il y a plein de RVB différents. Suivant que je travaille pour... c'est du RVB pour une télévision, c'est du RVB pour le cinéma, c'est du RVB pour tel écran. Voilà. Un écran bas de gamme d'internautes, les écrans que les internautes utilisent, ou un écran de graphiste haut de gamme. Donc il y a plein de RVB différents. Et pour quel matériel cette image est-elle prévue en fait? Eh bien, il est fort probable, vu que c'est une image qu'on est allé chercher sur le web, qu'elle soit prévue pour le RVB qui s'appelle le standard RVB, le sRGB. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va indiquer à Photoshop, et ça c'est une bonne chose à faire. Vous allez avoir chaque fois quasiment le problème quand vous allez chercher des images sur le web, vous les voyez dans le navigateur, et quand vous les ouvrez dans Photoshop, les couleurs changent un peu. Mais ça vient de là. Donc pour rectifier, pour vraiment indiquer à Photoshop et récupérer les bonnes couleurs, vous allez faire ceci, menu Edit, Assign Profile, menu Édition, attribuer un profil. Alors ne faites pas l'erreur de choisir Convertir en profil qui est juste en dessous, bien entendu. Hein. C'est bien attribuer un profil. Et vous allez choisir ici Profil, sRGB. Et là, il est possible que les couleurs changent et soient améliorées. Dans ce cas-ci, ça n'a pas fait grand-chose chez moi, donc ça veut dire que c'était déjà bon, mais vous allez voir que parfois, ça va vraiment changer les choses. Donc c'est une des premières choses à faire, c'est indiquer que cette image est prévue pour du matériel bas de gamme, en fait. Je remonte, édition, attribuer un profil, je choisis ici, profil,
Ah oui, si chez moi ça n'a pas fait de différence, c'est parce que l'espace de travail par défaut était déjà du sRGB dans Photoshop. Mais donc sinon voilà, vous devez ici aller dans Profil et dans la liste des profils, c'est tout au-dessus de la liste, vous avez le sRGB qui fait partie des profils standards, des profils habituels, courants, connus du monde de l'infographie. Et donc c'est celui-là. Les autres, vous avez le Profoto qui est connu aussi, c'est pour le matériel Kodak. Vous avez le 709, c'est pour la ultra haute définition, c'est la télévision. Vous avez le Adobe RGB, c'est en général ce que les graphistes utilisent. Quand on photographie avec un appareil photo, il faut régler son appareil photo en Adobe RGB. Les couleurs seront meilleures que s'il est réglé en sRGB. Mais enfin voilà, nous on a une image ici qui vient du web, donc c'est sRGB. OK. Alors sur cette image, on va faire de la modification non destructive, c'est-à-dire qu'on va mettre un calque de réglage. On va la transformer en noir et blanc, et puis on va peut-être coloriser le noir et blanc aussi un peu. Donc on va utiliser des calques de réglage. Donc surtout, on ne va pas dans le menu édition, dans le menu image réglage en fait. Dans le menu image réglage, on n'y va pas là parce que ça attaque directement les pixels de l'image. C'est pas bon. On va utiliser les calques de réglage. Alors les calques de réglage, vous les avez là en dessous dans Photoshop. Vous les avez aussi dans le menu Layer, là au-dessus, dans le menu Calque, au-dessus de l'écran. Nouveau calque de réglage. Alors dans un premier temps, on va aller mettre le calque de réglage noir et blanc, parce qu'on veut faire une image noir et blanc. Donc Black and White, je clique sur OK. Le voilà, le calque de réglage. Donc on voit que l'image n'est pas réellement modifiée, les pixels restent en couleur. Par contre, grâce à ce calque de réglage qui se met au-dessus, on a une image noir et blanc. Vous avez un panneau propriété qui a dû apparaître quelque part sur l'écran. Si vous ne le voyez pas, vous double-cliquez à cet endroit-là dans la palette des calques. Il est possible que l'icône soit un peu différente chez vous. Ça dépend de la taille des vignettes, ça dépend du système d'exploitation. Mais en tout cas, voilà. Ou alors, vous faites menu Window, Properties, menu Fenêtre, Propriété, et il devrait apparaître. Et l'idée, c'est que dans l'image en couleur, il y a plein de couleurs différentes éventuellement, ce qui n'est pas trop le cas de notre image ici quand même, parce que c'est assez monochrome déjà dès le départ. Mais enfin, malgré tout, on va pouvoir jouer avec les curseurs pour influencer le résultat, faire une image plutôt douce ou plutôt plus contrastée, ça dépend. Alors certains curseurs ne fonctionnent pas parce que l'image contient principalement du rouge et du jaune en fait. Mais enfin, déjà, rien qu'avec les deux premiers curseurs là, rouge et jaune, ben oui, c'est une image orangée, donc c'est principalement du rouge et du jaune. Donc logique que certains curseurs, quand on les bouge, ça fait rien du tout, ou presque. Voilà, donc là, vous influencez le résultat de l'image. Donc je vous laisse choisir ce que vous voulez comme résultat. Je vais ici faire une image qui, au niveau lisibilité, est pas trop mal. Je fais un truc assez contrasté et pas trop doux. Donc vous voyez que la lumière là sur les bestioles est assez franche, lumineuse. Voilà, c'est du réglage non destructif. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans Photoshop alors qu'on est en train d'étudier InDesign? C'est parce que forcément dans InDesign on utilise beaucoup des images et il faut comprendre que vous avez intérêt à utiliser des images au format Photoshop. Alors dans certains milieux on vous dira qu'il faut absolument utiliser des images JPEG, c'est parce qu'ils font des catalogues avec des centaines d'images et c'est plus facile pour eux. Mais la plupart du temps quand on fait une publication dans InDesign, le format Photoshop c'est vraiment le meilleur choix, parce que ça vous permettra de faire de la correction couleur en temps réel. En modifiant dans Photoshop, vous allez voir ce que ça donne dans InDesign en parallèle, les deux logiciels étant ouverts en parallèle. Alors j'avais dit que j'allais aussi coloriser le noir et blanc, parce que bon, là j'ai transformé en noir et blanc l'image, bien sûr. Là, je vais ajouter un deuxième calque de réglage qui va s'appeler teinte saturation. Hue Saturation, donc vous allez éventuellement par le bas de la palette des calques ou alors par le menu Layer, New Adjustment Layer, vous choisissez Hue Saturation. Une fois suffit, bien sûr. Et voilà, vous avez votre réglage de teinte saturation et on va enclencher une option ici, Colorize, et ça va coloriser. Et alors, vous allez choisir la teinte avec le curseur du dessus. La saturation, on ne va pas faire un truc trop saturé. Je n'ai pas envie d'avoir un truc trop saturé. Je veux juste teinter un tout petit peu l'image et je vais la teinter un peu en bleu comme ça. Oui, ça fait un peu ambiance nuit, voilà. Donc, ce n'était pas une photo de nuit, mais avec ça, on arrive à avoir une ambiance un peu nuit.
pas mal, amusant. Mais vous prenez la couleur que vous voulez. Alors certains parmi vous pourraient dire, mais ça servait à rien de la transformer en noir et blanc, parce que quand on coche colorisé dans la boîte teinte saturation, de toute façon les couleurs s'en vont. Mais oui, c'est vrai, mais décocher votre calque qui transformait en noir et blanc, lui vous a permis d'avoir un contrôle sur le résultat. Vous voyez que j'ai pu contraster, sans lui, j'ai pas de contrôle vraiment sur le contraste de l'image. Avec le filtre noir et blanc, donc il sert quand même cette chose-là. Mais donc c'est vrai que le teinte saturation, quand on coche colorisé, de toute façon, ça enlève toutes les couleurs. Bien. Et donc on peut faire plein de choses comme ça. On peut aussi ajouter un calque de réglage de type courbe. Curves. Avec le calque de réglage de type courbe, je vais pouvoir régler vraiment encore mieux l'ambiance, la luminosité et le contraste en mettant 1 point, 2 points dans le réglage des courbes. Comme ça, si vous en avez mis trop, vous les sortez par cliquer, glisser. Voilà, en positionnant les 2 points qu'on met sur la courbe, on arrive à contraster éventuellement. Alors ça a tendance à modifier les couleurs aussi. Donc une astuce, c'est le mode de fusion du calque de réglage courbe, le mettre en luminosité au lieu de normal. Voilà. Si vous mettez le mode de fusion du calque de réglage courbe en luminosité au lieu de normal, ça modifie le contraste, mais la couleur que vous aviez choisie là avec teinte saturation reste à peu près la même. Hein. Donc voilà. C'est quand même assez extraordinaire tout ce qu'on sait faire avec Photoshop. Donc, si je récapépète, calque noir et blanc, colorisation, courbe. Voilà. Et dans le réglage des courbes, en fait, on peut mettre plus que 3 points si on veut, bien entendu. Alors, on travaille ici sur une image JPEG parce que je n'avais pas eu le budget pour aller faire un safari photo et photographier des bestioles comme ça. Donc, j'ai été obligé d'aller chercher une image JPEG sur le web. Il n'y avait pas le choix. Parfois, vous avez des banques d'images qui vous vendent des photos qui sont en TIFF. C'est un peu mieux que le JPEG, bien sûr. Hein. Mais donc, ce que je veux dire, c'est vu que c'est une image JPEG, il est possible qu'on voit très vite les limitations. Quand on joue avec le réglage des courbes, il est possible que très vite, on sente la retouche. OK. Alors, c'est une image avec des calques. Je n'ai pas d'autre choix que de l'enregistrer au format Photoshop. Parce que si je l'enregistre au format JPEG, à nouveau, hein, cette image qui était en JPEG, hein, le fichier sur le disque dur, il est en JPEG. L'image qui est ouverte dans Photoshop, elle est quoi? JPEG ou autre chose? Elle est Photoshop, elle n'a pas de format. Une image ouverte dans le logiciel n'a pas de format. Le format, c'est le fichier qui est sur le disque dur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il est marqué ici JPEG, mais c'est le nom de l'image sur le disque dur. Une fois qu'elle est ouverte dans Photoshop, elle n'a pas de format, et c'est au moment où je vais l'enregistrer que je vais devoir déterminer dans quel format je l'enregistre. Là, je vais faire File, Save As, enregistrer sous. S'il me prenait l'idée d'essayer d'écraser le fichier JPEG sur le disque dur, bien entendu, ça ne va pas marcher. Ça me montre la boîte enregistrer sous, puisque on ne peut pas mettre des calques dans une image JPEG. Donc, Photoshop dit qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un secoué qui ne va pas VC. Et voilà. Il vous dit, vous devez l'enregistrer sous Photoshop, c'est ce qui est indiqué là. Ou dans le dossier, on va l'enregistrer dans le dossier Links, hein, on va utiliser le package, l'assemblage que je vous ai fourni. Vous allez l'enregistrer dans le dossier Links. Alors, l'extension est différente, ce ne sera pas du JPEG, vous voyez que c'est du PSD. Alors, il est possible que sur votre ordinateur, l'extension n'apparaisse pas à cet endroit-là. Ça dépend comment l'ordinateur est réglé. Mais de toute façon, ce n'est pas grave, vous aurez sur l'icône de l'image, ça devrait indiquer que c'est du Photoshop.
En tout cas, voilà, vous ne supprimez surtout pas l'extension là, PSD, c'est ce qu'il nous faut. Je l'enregistre au format PSD. Il y a un petit message pour la compatibilité avec d'anciennes versions Photoshop. Je clique sur OK, c'est pas très grave. Ça fait un fichier un peu plus lourd, mais au moins il sera ouvrable dans d'autres versions de Photoshop plus anciennes, si jamais je devais. Et on va aller dans InDesign faire la mise à jour de l'image. Mais en fait, ce n'est pas véritablement une mise à jour ici. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'image JPEG n'a pas été modifiée réellement. Ce qu'il faut faire, c'est un remplacement. Alors, dans InDesign, vous avez ceci qui est en surbrillance. Vous avez donc sélectionné l'image avec la flèche noire, elle est en surbrillance dans la palette des liens. Vous allez dans le menu de la palette liens, rééditer le lien, relink. Et dans le dossier links, vous allez devoir aller pointer, aller indiquer où se trouve l'image Photoshop. Elle est là. Open. Et voilà, à la place de la version JPEG, qui ne me sert plus, en fait, on pourrait même la virer du dossier sur le disque dur. À la place de la version JPEG, j'ai la version PSD. Ben oui, on pourrait la virer du dossier, puisque dans la version Photoshop ici, je suis revenu dans Photoshop, dans la version Photoshop, les pixels d'origine sont là en dessous, ils ne sont pas modifiés à aucun moment. Donc j'ai même plus besoin de ma version JPEG. Bon, vous allez quand même la garder, c'est pas grave, mais... Bien, donc ça peut être intéressant pour coloriser des images. Il est possible aussi de coloriser des images dans InDesign directement si elles sont en niveau de gris, mais vous aurez beaucoup moins de contrôle qu'en le faisant par Photoshop comme on l'a fait ici. Alors, pour montrer que c'est vraiment dynamique, je vais retourner dans Photoshop. Je vais aller faire apparaître la palette des calques, donc Layers. Je vais double-cliquer sur Teinte Saturation. Je vais aller changer la couleur. Je vais me dire que je veux un truc, oui, un peu genre vision de nuit, nocturne, pourquoi pas. Je suis passé du bleu au vert, donc je fais fichier enregistré. C'est une mise à jour du fichier Photoshop sur le disque dur, c'est File Save. Je vais dans InDesign, j'attends un peu. InDesign devrait à un certain moment me dire que l'image a été modifiée. Voyons un peu, ça va venir, avec un peu de chance. Il faut avoir de la patience. Bon, si ça vous met un point d'exclamation, il va falloir cliquer sur l'icône ici de mise à jour. Alors chez moi, peut-être que le point d'exclamation y est, mais que c'est à côté du fichier. Ah oui, voilà, il fallait que j'agrandisse ma palette des liens. Ah, je pouvais encore attendre longtemps. Hein. Pourquoi vous ne me le dites pas? Franchement. Allez, il est là. Bon, c'est à cause des noms longs ici. N'utilisez pas des noms aussi longs dans vos images, c'est foireux. C'est une erreur qui a été faite précédemment dans ce document InDesign. Donc voilà, le point d'exclamation était là depuis le départ. Je clique sur la double flèche ici, mise à jour du lien. Et voilà, j'ai mes hyènes vertes au lieu de bleues. Donc c'est bien, on ouvre les logiciels en parallèle comme ça et on peut modifier les images. Quoi que ce soit, tout ce qu'on veut, même le contraste, tout ce qu'on veut, peut être modifié facilement. Voilà. Dans InDesign. Voilà. Bon, maintenant je le vois tout de suite puisque j'ai élargi ma palette lien. Mise à jour. Voilà, j'avais modifié un peu le contraste, je trouvais qu'elle était pas assez sombre et voilà, donc ça fait vraiment ambiance nuit, c'est ce que je voulais. Parfait. Alors le document InDesign, il n'a pas été modifié là en fait, hein, c'est l'image qui a été modifiée. Donc il n'y a pas vraiment besoin de sauvegarder le document InDesign. Il n'a pas été modifié, c'est l'image qu'on a modifiée en fait. Hein. L'image Photoshop, donc là c'est déjà fait, c'est déjà enregistré sur le disque dur. Alors on va aller chercher quelques images sur le web et on va les mettre dans le document, comme ça vous allez comprendre à quoi ça sert ces rectangles roses qu'on voit là. Ils sont là pour vous aider. Et par la même occasion, voilà, on va charger des images JPEG dans le document InDesign et on va voir comment on peut faire pour d'un coup, de manière automatisée, enfin presque d'un coup, en deux coups en fait,
de manière presque automatisée, transformer tous les JPEG du document en version PSD, parce que ce serait quand même vachement pratique que toutes les images soient en PSD, alors que pour l'instant, la plupart des images sont en JPEG. Dans la palette lien, vous avez certains dossiers qui apparaissent. Là, c'est juste quand l'image est utilisée à 2 endroits du document. Page 2, gabarit D. Voilà, c'est ça en fait. Quand les dossiers, page 2, page 5, gabarit D, l'image du crocodile ici est utilisée à différents endroits. Donc c'est ça les petits dossiers dans la palette lien. Mais en tout cas, on remarque que la plupart des images sont en JPEG. Et plutôt que de tout transformer en PSD manuellement, chaque image comme on vient de faire, vous allez faire ça manuellement, automatiquement je veux dire, vous allez voir, ça va être facile. Alors on va faire un petit tour sur le web et vous allez chercher le moteur de recherche Bing, bing.com. Pourquoi Bing et pourquoi pas Google? Parce que dans Google, pour avoir les images en haute définition, ça devient difficile. Ils ont enlevé le bouton suite à un problème juridique avec une banque d'images qui s'appelle Getty, qui a fait un procès à Google, qui a menacé en tout cas. Google a retiré le bouton qui permet d'afficher les images en haute définition. Et donc, dans Bing, ce n'est pas encore le cas. Donc, on va faire une recherche. Alors, au niveau de la recherche, vous pouvez rechercher ce que vous voulez, tant que ce sont des sujets. Ne recherchez pas des paysages, recherchez des sujets. Ben, par exemple, je peux rechercher des vieilles voitures, pourquoi pas. Vieilles voitures. Vintage car. Oui, en anglais, hein, parce que le français, il n'y a quasiment personne sur le web qui parle en français. Hein. Donc, une fois que j'ai tapé ça, bien sûr, je vais dans la partie images ici. Je vais demander d'avoir des images quand même qui ont un certain format, un certain nombre de pixels, une certaine définition. Je vais demander des images d'au moins 1500 sur 1500. C'est juste arbitraire, j'aurais pu demander 2500 sur 2500. Mais c'est pour avoir des images qui ont quand même une bonne définition. Donc vintage car, 1500 sur 1500 pixels minimum. Et c'est pas tout. Je n'ai pas le droit d'utiliser toutes ces images. Il y en a certaines que je n'ai pas le droit d'utiliser. Il y a seulement celles qui sont dans le domaine public que j'ai le droit d'utiliser. Donc 2 manières de trouver les images que j'ai le droit d'utiliser. Soit ici au niveau de la licence, je demande des images que je peux modifier, partager et utiliser gratuitement. Ou alors, dans la recherche ici, entre guillemets, j'indique ceci exactement. Public domaine, donc les images du domaine public. Évidemment, ça réduit le nombre d'images qui apparaît, mais au moins, il y a des chances que je puisse les utiliser même pour un travail commercial, même pour quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Il faudra toujours aller vérifier sur la page web si on a vraiment le droit de l'utiliser. Alors, pour télécharger les images haute définition, ben, je clique sur l'image et j'ai ici « Afficher l'image ». C'est ça le bouton qui manque dans Google maintenant. C'est pour ça qu'on est dans Bing. Afficher l'image, elle s'ouvre dans un nouvel onglet. Je fais un clic droit, enregistrer l'image sous. Voilà, donc vous me dites que dans Google, par clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, on arrive à afficher l'image en haute définition. Je ne suis pas certain que ça va marcher à chaque fois, mais pourquoi pas. Donc vous enregistrez en tout cas vos images dans votre dossier Links. Ce sera mieux d'enregistrer là-dedans. Bon, il y a certaines images qui vous amènent vers des sites, c'est pas intéressant. En tout cas, prenez-en 4-5 d'images comme ça. Du même sujet ?
Donc, du même sujet ou pas, ça n'a pas d'importance. Ici, c'est vraiment pour avoir des images, mais avec des images qui ne montrent pas un paysage. Il faut qu'il y ait quand même un sujet principal, peu importe le sujet, mais il faut qu'il y ait un sujet principal dans l'image. Sinon, pour l'explication pour la suite, ça va être difficile. Les paysages, c'est bien, mais le problème des paysages, c'est qu'on peut les cadrer un peu comme on veut, ils sont toujours pas trop mal, quoi. Voilà, une fois que vous avez vos images, on va les mettre dans InDesign. Et on va aller travailler sur une nouvelle double page. Vous voyez que dans le document, là, il n'y a que les pages 2 à 7 qui ont été travaillées. On va aller double-cliquer sur la page 8 dans la palette des pages. Alors voilà, sur la page de gauche, ici la page 8, je vais faire une grille d'images. Quand vous êtes un peu à court d'inspiration, ça peut être intéressant de faire plusieurs images l'une à côté de l'autre. Alors bien sûr, pour l'instant, là, on a combien? On a 3 x 6, on a 24 rectangles roses, là. Pour avoir accès aux rectangles roses, il faut, dans la palette des calques, bien sûr, que ce soit comme ceci, c'est-à-dire les calques des repères sont verrouillés, le calque des fonds colorés aussi, et je suis en train de travailler sur le calque qui contient les images et le texte, et il n'est pas verrouillé. Voilà, donc ça devrait être le cas comme ça, c'était pré-réglé comme ça dans le document. Donc ça veut dire que quand vous cliquez sur les rectangles roses, ils se sélectionnent sans problème. Alors, je dois être en affichage normal pour arriver à voir les repères. Et voilà ce que je vais faire ici. Sélectionner comme ça la deuxième rangée de rectangles roses, touche suppression sur le clavier, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Voilà, je me retrouve avec ça. Et je vais agrandir. Je peux les sélectionner tous éventuellement. Voilà, agrandir les rectangles roses là. Et voilà, j'ai une grille de 9 images avec des gouttières, des espaces entre les images. Mais enfin voilà, j'ai une grille de 9 images, ça peut être sympa. Sur la page de droite, je mettrai du texte. Et peut-être quand même une image qui va déborder, mais on va voir. En tout cas, on va amener nos images dans ces rectangles-là. Alors, je vais vous demander d'amener les images dans les 6 rectangles qui sont à gauche, là. Une image par rectangle dans les 6 rectangles à gauche. Et les 3 rectangles ici à droite, sur la page de gauche, les 3 rectangles sur la droite de la page de gauche, là, vous allez les garder comme ça pour l'instant. Donc, je clique d'abord à côté de tout. Faites ça aussi, cliquez à côté de tout, il faut que rien ne soit sélectionné. Puis je fais File, Place. Donc certainement pas Ouvrir, parce que ça c'est pour ouvrir des documents InDesign quand je suis dans InDesign. File, Place, c'est pour importer, fichier importer. Vous allez éventuellement afficher la liste, afficher par liste, ce sera peut-être plus facile, avec la date de modification, et comme ça vous avez toutes les images que vous venez d'enregistrer dans le dossier qui sont ensemble là. Bon, si vous ne savez pas faire ça, va falloir faire clic, CTRL clic sur le PC, commande clic sur le Mac pour arriver à activer toutes les images de voiture. Là, il y en a encore une, oui. Donc, si vous êtes en affichage par icône, là, il faudra faire un CTRL clic sur le PC, commande clic sur le Mac. Sinon, moi je préfère encore travailler par liste avec affichage par date de modification. Clic, majuscule clic, dans ce cas-là, elles sont toutes sélectionnées. Ah ben non, celle-là, c'était l'image de mes hyènes en bas. Clic, majuscule clic. Oui, celle que j'avais enregistrée à 10h13, là, c'était pas une voiture. Et vous cliquez sur Ouvrir dans la boîte d'importation d'images. Vous cliquez sur Ouvrir. Et vos images sont dans le curseur. À partir de là, vous avez les flèches au clavier pour choisir quelle image vous posez en premier.
Et vous pouvez la poser où vous voulez, dans un des 6 rectangles ici pour l'exercice, ce sera bien. Voilà, donc je joue avec les flèches au clavier pour choisir quelle image je mets. C'est pas obligatoire, hein, Alors, comme vous remarquez, les images se redimensionnent en fait automatiquement dans les blocs, parce que les blocs qui sont sur la page 8, là, ils viennent du gabarit B dans ce cas-ci, le gabarit B, le master B, et les blocs dans le master B ici, ils ont été pré-réglés pour que quand on met une image dans E, elle se redimensionne. Ça ne fonctionnera donc pas toujours comme ça dans InDesign. Vous n'aurez pas toujours les images qui se redimensionnent. Avec la flèche noire, je clique sur le rond ici d'une des images. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre également dans un autre bloc là. Vous allez dire, mais ça va être bizarre, la même image à 2 endroits du document. Mais pas nécessairement, parce que je vais pouvoir la faire plus grande, faire un détail de cette image-là. Ah oui, ceux qui ont réussi à remplir leurs 6 blocs, c'est vrai que ce serait intéressant de retirer une des images. En cliquant avec la flèche noire sur le rond ici, ça sélectionne l'image, vous enfoncez la touche suppression, elle se supprime. Voilà. Comme ça, vous avez une des 6 cases des colonnes de gauche et du milieu, là, une des 6 cases qui est vide. Donc, j'en étais à dire que je clique avec la flèche noire sur le rond central de l'image que je vais dupliquer, que je vais mettre ailleurs en fait. Je fais un CTRL-C sur le PC, Command-C sur le Mac. Donc l'image est copiée. Puis, je vais ailleurs, activer un bloc qui est vide. Et là, tout le monde pense qu'on va faire un CTRL-V. Pas du tout. On va dire qu'on colle l'image dans le bloc. On va faire un Edit, Paste into, édition, coller dedans. Bon, ben voilà, j'ai 2 images identiques maintenant, c'est un peu foireux, mais écoutez, si vous manquez d'images, cette technique que je vous explique là peut être bien, parce que parfois on vous demande de faire un document de 32 pages et on ne vous fournit pas assez d'images. Donc voilà une technique qui pourrait fonctionner. Mettre une image à une certaine dimension dans un bloc et ailleurs un détail. Et pour modifier, pour agrandir l'image évidemment dans son bloc ici, je dois avec la flèche noire cliquer sur le rond central et je vais l'agrandir en prenant la poignée du rectangle brun qui est apparu, une des 4 poignées. Je vais faire un cliquer-glisser. Donc j'enfonce le bouton à la souris et je bouge, c'est ça un cliquer-glisser, en enfonçant les touches Alt et majuscule. Alt et majuscule. Je lâche le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule. Je lâche le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule, sinon les proportions ne seront pas gardées. Voilà. Et puis je peux bouger par un cliquer glisser sans enfoncer aucune touche, hein, parce qu'il y en a certains qui, quand ils veulent bouger l'image dans la fenêtre comme ça, ils continuent à enfoncer Alt majuscule, mais en fait ça fait une copie si vous faites ça. Voilà ce que vous obtenez. Vous avez un truc bizarre, l'image est sortie, là, c'est une copie. J'annule. Voilà, donc ça peut être intéressant, vraiment, ça, pour montrer un détail. Je vous dis, hein, si vraiment vous manquez d'images pour faire une publication, on ne vous fournit pas assez, ben, éventuellement, montrer un détail comme ça. Ben, du coup, c'était l'occasion de voir, pour ceux qui ne connaissaient pas, comment on agrandit une image dans son bloc. Comment on agrandit une image dans son bloc. C'est ce qu'on a fait là. Parce que vous avez, avec la flèche noire, la possibilité d'aller manipuler les blocs en cliquant sur eux, et le contenu du bloc, soit en double-cliquant sur le bloc, soit avec le petit rond ici, en cliquant simplement. Voilà, voilà. Bien. Bon, ici, du coup, je vais aller ramener l'image que j'avais enlevée pour vous montrer comment retirer une image. C'était celle-là. Ok, c'est bon. Chaque image peut être recadrée comme ça, bien sûr. Hein. Je peux, sur chaque image, aller cliquer sur le rond central, prendre Alt majuscule, la poignée du coin, et aller
bouger pour éventuellement que ce soit plus intéressant. Le fait de recadrer, ça fait partie de l'acte créatif là, de la mise en page, en fait, hein, de se focaliser, par exemple, là, sur le capot, plutôt que de voir toute la voiture, pourquoi pas. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer le document, allez-y, enregistrez-le, en changeant un peu le nom. À la place de 27 ici, chez moi, je vais mettre 28. Bien, alors il nous reste les 3 rectangles ici qui sont sur la page. Vous allez les sélectionner tous les 3. Et alors on va faire un truc spécial, un effet de mise en page, c'est-à-dire que on va faire apparaître une image à travers ces 3 rectangles. Donc, ce n'est pas une image par rectangle, ce sera une image qui va apparaître à travers les 3 rectangles, comme si c'était des trous qui montrent une espèce de 3 fenêtres qui montrent une image qui se trouve derrière. Donc vous devez les sélectionner tous les 3. D'une manière ou d'une autre. Ça peut se faire par clic, majuscule, clic, bien sûr. Et on va utiliser une fonction avec le Pathfinder de InDesign pour réunir ces 3 objets en un seul. Vous allez dans le menu Fenêtre, Objet, Pathfinder. Fenêtre, Objet, Pathfinder. Window, Object, Pathfinder. Et vous avez ici l'icône qui va permettre de réunir en un seul objet ces 3-là. Vous cliquez là-dessus. Et voilà. Ah, d'ailleurs, on voit la diagonale qui est là, qui recouvre les 3 objets maintenant. On n'a plus 3 fois une diagonale, on a une seule diagonale. C'est la preuve que ça a bien marché. Bien sûr, pour voir les diagonales, il faut être en affichage normal dans InDesign. Alors voilà, ce bloc est sélectionné. Lequel? Celui du dessus, du milieu ou du bas? Peu importe, puisque c'est le même en fait maintenant. C'est un seul bloc. Avec la flèche noire, je sélectionne. Comme ça, c'est une manière de dire que l'image va arriver directement dedans en fait. Hein. Vous pouvez faire comme ça aussi. Hein. File, place, donc fichier importé. Et je vais aller chercher une des images. Il faut vraiment quand même un truc qui puisse être intéressant à montrer. Donc par exemple, le crocodile horizontal, le montrer dans un bloc vertical, ce serait foireux. Il faut réfléchir un peu. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Vous avez une image qui apparaît à travers 3 blocs. Je passe en affichage aperçu pour voir un peu mieux ce que ça va donner. Voilà, on peut bouger, agrandir, je veux dire. D'abord, je zoome en arrière. Hein. Ça, il faut penser, c'est vraiment aussi dans tous les logiciels Adobe, il faut penser à zoomer en arrière, ça a l'air débile, mais si vous ne zoomez pas en arrière, il y a certaines choses que vous ne savez pas faire. Notamment ici, je clique avec la flèche noire sur le réticule central. Je suis donc en modification du contenu du bloc. Je prends une poignée du coin, Alt majuscule, j'agrandis. Et voilà, puis maintenant, sans aucune touche, je peux aller bouger. Voilà, ça peut être très sympa, ce genre de choses. À court d'inspiration, on fait des grilles d'images et tant qu'à faire. Oui, on peut aussi, certaines des images les remplacer par des fonds colorés avec du texte des titres pour amener de la variation. En fait, tout peut être fait. À partir du moment où vous avez une structure dans le document, comme c'est le cas ici, vous êtes assez libre de faire des choses comme vous voulez. Il y a beaucoup de chances que ça donne souvent assez bien, grâce à la structure. Alors, ce que vous pourriez tester sur les images que vous avez mises là sur la page 8, c'est de les sélectionner toutes, vous englobez tout. Vous voyez que je suis en affichage aperçu et ça marche, on arrive à travailler dans InDesign en étant en affichage aperçu, c'est pas un problème. Hein. Voilà, et on va leur mettre, une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, les 9 que j'ai ici, on va leur mettre une couleur de contour. Donc vous avez la couleur de fond qui est rose, mais qui n'est pas visible parce que l'image est par-dessus. Et vous avez la couleur de contour. Donc vous allez chercher la palette nuancier, la palette des couleurs nuancier. En fait, menu fenêtre, couleur, nuancier. Window Color Swatches. Vous choisissez du blanc. Donc on a mis un contour blanc. Et on va modifier son épaisseur. Et donc ça va influencer le résultat. Ça peut donner bien.
Sans devoir redimensionner les blocs, vous allez pouvoir donner l'impression que les images sont plus petites. Jusque-là, ça va pour aller mettre le contour blanc sur les cadres. On va maintenant dans la palette Contour, menu Window Stroke, Contour, et on va augmenter ça et on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc ça donne l'impression que les blocs vont être plus petits. On a augmenté l'espacement entre les images, mais en réalité, il n'est pas augmenté. Donc voilà une des choses qui peut être faite pour influencer un peu le résultat. Alors bien sûr, ça déborde sur les images. Le contour déborde sur les images. Il y a une partie de l'image qui n'est plus visible du coup. Ça, on le sait. C'est comme ça. Il n'y a pas de miracle là. Bien. Alors bien entendu, le contour pourrait aussi avoir une autre couleur. Le contour, je peux le mettre par exemple en noir. Et le noir, je peux le teinter, c'est-à-dire jouer sur le tramage du noir. Voilà, pour avoir du gris. Vu que c'est un sujet des vieilles voitures, ça peut donner bien parce que ça fait un peu référence à un peu la mode de l'entre-deux-guerres, ça, ces cadres gris. D'accord ? Du noir teinté. Et alors, le contour se met à cheval sur les vecteurs du cadre, comme vous voyez. Si je mets un contour, son épaisseur va à l'intérieur de l'image, mais aussi à l'extérieur. Il y a possibilité ici, dans la palette contour, de dire que le contour va totalement à l'intérieur, à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà. Totalement à l'intérieur de l'image ou à l'extérieur. Alors là, vu qu'il est quand même assez large, je vais diminuer un peu, on va un peu mieux voir, voilà. Donc plein de possibilités de donner du style et du caractère à ces images, à ces mises en page. Bon, le mettre à l'extérieur, l'avantage c'est que ça ne déborde pas sur les images, ça ne masque pas certains pixels. Et donc par défaut dans InDesign, c'était à cheval comme ça, sur le vecteur, donc ça déborde de chaque côté. Là, à l'intérieur, ça enlève certains pixels de l'affichage, bien sûr, à l'extérieur. C'est peut-être l'idéal. Alors, il faut le faire dans le subtil. Je n'ai pas fait un gris très foncé, mais bon, ça dépend. Il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas vraiment de règles tant que votre mise en page en jette et que ça correspond à la cible, ça donne le sentiment qui est recherché, c'est l'essentiel. Bien, je vais enregistrer le document sous un nouveau nom. Alors, en temps normal, j'enregistre toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, une nouvelle version du document. Mais bon, ici, j'enregistre plus souvent, plus que nécessaire. Mais donc, l'intérêt d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, c'est que si je fais une erreur au niveau créatif, j'aurai toujours l'ancienne version du document qui sera là, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Et c'est aussi parce que les fichiers deviennent corrompus à un certain moment. Un fichier InDesign ne peut devenir illisible à un certain moment, à force d'enregistrer toujours sous le même nom. Ok, je repasse en affichage normal ici. On va s'occuper de la page de droite. Alors, sur la page de droite, je vais supprimer certains blocs. Celui-ci, voilà. Celui-là, voilà. Agrandir ces deux-là. Ça va être des blocs texte, en fait. Voilà. Celui-là aussi. Vous voyez, je joue sur la colonne du milieu et la colonne de droite. La colonne de gauche, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Alors, faites bien attention à, quand vous modifiez la dimension là, des blocs roses qui restent, à les faire coller aux marges et aux repères. C'est important parce que si à un certain moment, on décide de changer le format un peu de la page ou l'orientation de la page, il y a de la mise en page automatique possible, mais uniquement si vous avez fait coller les blocs aux repères. Donc voilà, ça va être des blocs texte. J'aurais pu mettre
une colonne, comme ça a été fait sur les autres pages, carrément une grande colonne de texte. Je vous préviens tout de suite, là, il n'a pas encore été formaté. Normalement, on doit faire des espaces entre les paragraphes, on doit modifier la taille du caractère, l'interlignage, etc. Rien n'a encore été fait, c'est juste du texte brut, là. Et en plus, c'est même pas du vrai texte, c'est du faux latin. Mais en tout cas, voilà, sur les pages précédentes du document, les blocs texte sont sur toute la hauteur. Mais ici, j'ai pris le parti de faire en deux parties. Ça va faire une aération, normalement, une aération ici au centre un peu. Donc, vous allez prendre l'outil texte et cliquer sur un des blocs là. Les diagonales s'en vont. Ça devient un vrai bloc de texte avec le curseur qui clignote. Vous allez faire un clic droit. Remplir avec le texte de substitution. Fill with placeholder text. Voilà. Ça remplit le bloc avec du texte de substitution. Je recommence pour les autres blocs. Cliquez avec l'outil texte qui est là. Clic droit, remplir avec le texte de substitution. Bien sûr, on est en train de faire ici un projet de document. Il est possible aussi, dans la vraie vie, de mettre directement le bon texte. Mais là, c'est juste un projet, et voilà. Donc, le remplissage avec le texte de substitution remplit totalement le bloc jusqu'en bas. Alors, certains qui connaissent déjà InDesign pourraient dire « Oui, on pourrait faire du chaînage de texte, chaînage de blocs. » En effet, mais on n'en est pas encore là. Ici, c'est vraiment le début de la formation initiation et c'est fort orienté vers le design, en fait. Mon but, c'est d'arriver, sans que vous connaissiez vraiment encore bien InDesign, à avoir des pages qui ont un look qui a un peu un air professionnel. Bien. Alors, je suppose que ça a été pour remplir vos blocs. Avec le curseur texte, je vais aller ici vers la fin comme ça. Regardez, vous allez tester après. Je vais aller sélectionner par exemple cette partie-là, touche suppression. Mais oui, parce que logiquement, un vrai texte, il ne va pas aller jusqu'au bout du bloc et il va laisser un espace comme ça, voilà, ce genre-là. Donc allez-y, créez un peu ce design pour montrer ce que ça va donner. Donc on peut imaginer qu'on est en train de faire une charte graphique d'un magazine régulièrement. On va devoir utiliser le même document de base pour démarrer des articles de magazine. Et donc, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là. On fait le design. Vous voyez, les magazines, ils ne se cassent pas la tête chaque semaine à repenser le design. C'est une fois tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans qu'on refait un nouveau design. Même chose pour les journaux, les quotidiens. En fait, on crée un canevas, on y pense bien, on le design bien. C'est ce qu'on appelle la charte graphique du magazine. Et puis, une fois que c'est bon, on l'utilise. On fait du remplissage avec des images et du texte. On amène quelques variations, bien sûr, mais... Voilà. Alors, les 4 blocs, je les sélectionne d'une manière ou d'une autre. En commençant là à l'extérieur, je le sélectionne comme ça, voilà. Ils sont tous les 4 sélectionnés. Ils ont un fond rose. Pour les images, ça ne posait pas de problème. Le fond rose est derrière les images, on ne le voyait pas. Pour le texte, on voit le fond rose. Il est ennuyeux. Je mets la case ici de fond en avant-plan dans la palette des outils. Je clique sur la diagonale. Le fond rose disparaît des blocs texte. Et voilà ce que ça va donner si j'affiche en case aperçu. Alors le texte, évidemment, n'est pas formaté, je le répète encore une fois, il sera mieux une fois qu'il sera retravaillé. Il manque plein de choses dans ce document, notamment la numérotation des pages et aussi des indications de à quel chapitre on est, peut-être mettre une ligne au-dessus. Il ne reste pas beaucoup de place, mais on va abaisser ça à un certain moment. Un filet avec une indication de quel est le nom du magazine, quel est le chapitre. Voilà, enregistrez ça. Bien, je repasse en affichage normal. Alors,
ici, je vais faire quelque chose d'assez particulier. Je vais mettre un titre dans la première colonne, un grand titre, quelque chose qui en jette. Mais il va être tourné à 90 degrés. Alors, je vais d'abord utiliser un bloc texte sur le bord de la page, là, ce qu'on appelle la table de montage. Sur la table de montage, vous avez tout ce qu'il faut. Les calques de repères pourraient être supprimés le temps que je fais ça. On a deux solutions. Pour avoir un espace ici, sans voir les repères dans la palette des calques, enfin quand j'ai supprimé les calques de repères, c'est certainement pas les jeter à la corbeille en fait. Hein. J'utilise ce terme, mais j'aurais pas dû, c'est les masquer plutôt, enlever les yeux en face des calques de repères. Voyez ? Comme ça, j'ai une surface là sur laquelle je peux travailler. Tout ce que je mets là à côté de la page, je ne le verrai pas si je suis en affichage preview. Il faut que je sois en affichage normal. Et là, je vais voir des choses, notamment le bloc texte que je vais aller travailler. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution aurait consisté à ajouter, à la place d'avoir 25,4 mm, une distance d'1 pouce au-dessus et en dessous de la page. Ça aurait été bien, on aurait pu augmenter la taille de la table de montage. Ça se fait dans les préférences repères et table de montage. Et c'est là qu'on a la possibilité, vous voyez, d'augmenter la zone qui a au-dessus les marges de table de montage. On ne va pas le faire là. Ce que je vous propose de faire, c'est juste temporairement enlever les yeux en face des repères dans la palette des calques. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez l'outil texte et vous faites un cliquer-glisser là. C'est votre bloc, à peu près la dimension d'une colonne. Mais en position horizontale, parce qu'on va le faire en position horizontale, notre texte. On ne va pas s'amuser à tourner la tête. Oui, quand on fait la mise en page, il y a des écrans qui pivotent. Ça existe. Vous avez des écrans spécialisés pour la mise en page qui pivotent, qui vous permettent de faire une mise en page sur une page verticale. Vous mettez l'écran en vertical. Typiquement le genre d'écran qu'on utilise notamment aussi pour faire de la veille boursière. Vous avez certainement déjà vu ça. Alors, dans le bloc texte, vous allez taper un titre. Bon, je vais par exemple, dans mon cas, taper Vintage Cars, point d'exclamation. Voilà, comme ça. Bien. Vous pouvez sélectionner le bloc avec la flèche noire et aller dans la palette caractères, menu texte caractères, et vous allez augmenter la dimension du caractère. Donc tout ce qui se trouve dans le bloc, tous les caractères du bloc sont affectés quand on sélectionne le bloc avec la flèche noire. Ça agit sur tous les caractères du bloc. Ici, j'enfonce la touche majuscule pendant que je suis en train de jouer sur les flèches d'augmentation. Donc c'est dans la menu texte caractère, type caractère dans la version anglaise. Touche majuscule, je suis en train d'augmenter la dimension ici des caractères, forcément. Au niveau de la police, j'ai pris la police qui s'est présentée par défaut, là, le Minion Pro. Mais je pourrais évidemment changer la police, ça peut encore se faire par la suite. Alors, quand vous travaillez du texte dans InDesign et également dans Photoshop et Illustrator, à moins qu'on vous dise qu'il ne faut pas le faire, parce qu'il y a parfois des raisons de ne pas le faire dans des longs documents, vous avez intérêt à faire passer l'approche de pair, c'est-à-dire l'espacement entre les lettres, le faire passer en automatique. Parce que, voilà, si vous êtes en métrique, comme c'est réglé ici par défaut dans InDesign, il est possible que les espacements entre certains caractères, notamment le N et le T ici, il me semble qu'il y a un peu trop d'espace. Le G et le A peut-être aussi, le R et le S. Voilà, tout ça, c'est un peu trop mécanique et il y a des problèmes d'espacement. Donc, si vous passez ici en optique, InDesign va pour vous modifier les espacements entre les caractères de manière à faire le boulot un boulot de graphiste, en fait. Un boulot de graphiste, quand il fait un titre, il s'arrange pour que les espacements entre les caractères soient valables. En fait, il faut que, vu de loin, les mots, on ait l'impression qu'ils font bloc. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y a un trou entre certaines lettres.
D'accord? Donc c'est optique. Et ça, vous verrez que ça peut se faire aussi sur un long texte pour améliorer l'aspect du texte, le faire passer en optique. C'est-à-dire que sur des caractères aussi petits que ceux-ci, InDesign va pour vous faire un boulot qui pour un graphiste serait impossible parce que ce serait trop long. Il va gérer l'espacement entre chaque caractère. Et vous comprenez bien que les cas de figure sont multiples. Hein. Vous avez 26 caractères possibles fois 26. Il y a plein de possibilités, il y a plein de cas de figure, de caractères l'un à côté de l'autre. Alors, vous pouvez faire un petit tour sur le web. Je vais vous montrer ici. On va aller dans Google, par exemple. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce jeu, KernType, The Kerning Game? Ce qu'ils appellent en anglais le kerning, c'est l'approche de pair, l'espacement entre deux caractères dans les titres. Et c'est un jeu pour s'entraîner quand on n'est pas graphiste, qu'on n'a pas encore fait du graphisme, ça peut vraiment être intéressant. Vous avez deux possibilités de jouer, avec la souris en prenant la lettre, ou alors avec les flèches au clavier, gauche et droite, ou alors aussi avec les flèches au clavier et la touche majuscule pour que ça aille plus vite. Et on passe directement au jeu, quand vous avez compris la page d'accueil. Ici, il faut bouger les caractères de manière à obtenir un mot qui fait bloc, de manière à faire vraiment un réglage d'approche de pair de graphiste. Quand c'est bon, vous cliquez sur Compare et ça vous dit à quel point vous êtes bon par rapport à ce qu'il fallait obtenir. Donc là, je suis à 85% par exemple. Suivant, ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on avance. Oui, ça vous montre en bleu ce qui était idéal comme espacement. Donc ça, c'est marrant parce que ça permet de s'entraîner, c'est important. Amusez-vous un peu avec ça pour comprendre, pour ceux qui ne connaissaient pas, le principe de l'approche. Alors ici, dans InDesign, si je prends l'outil texte et que je clique entre chaque caractère, chaque paire de caractères, on voit le boulot que InDesign a fait. Quand quelque chose est indiqué entre parenthèses dans les boîtes, dans tous les logiciels Adobe, ça veut dire que c'est le logiciel qui l'a fait pour vous. Ce n'est pas vous qui l'avez mis, c'est le logiciel qui l'a calculé pour vous. Donc c'est pour ça que c'est entre parenthèses. Alors dans ce cas-ci, je trouve que sur mon titre, il y a un petit problème. Alors d'abord, quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas. Est-ce que vous savez qu'avec la barre d'espacement, on peut obtenir la main qui permet de bouger le document dans sa fenêtre? Ça, vous savez, la barre d'espacement. Mais quand on est en train de travailler sur un bloc comme ceci, la barre d'espacement, ça ajoute un espace. C'est pas bon, j'annule. Pour avoir le raccourci de la main, c'est la touche Alt. Pendant que vous êtes en train de travailler dans un bloc texte, pour pouvoir bouger le document dans sa fenêtre, c'est la touche Alt. Voilà, donc je repositionne mon titre pour le voir en entier. Et j'étais en train de dire qu'il y a un truc qui m'ennuie, c'est entre la première lettre et la deuxième, je trouve que l'espace automatique que InDesign me propose n'est pas génial, donc je vais aller modifier ça. Voilà, manuellement, je modifie. Il faut que je regarde ça de loin et que je choisisse. Ok, bon, je vais dire que ça c'est bon. Voilà, je me suis donc éloigné de ce que InDesign me proposait. Mais c'était particulier, la lettre V, c'est pas évident. Et je peux aller faire ça pour chaque lettre. Il n'est pas interdit d'aller améliorer ce que InDesign a fait. Donc c'est par la palette Type, Caractère. Voilà. Vous pouvez aller un peu améliorer les choses. Alors pour faire les choses proprement, ici je vais sélectionner le bloc texte et je vais peut-être carrément... je me disais que j'allais centrer le texte dans le bloc, mais étant donné que le bloc ne va pas avoir de couleur, il va rester transparent. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce que je vais faire, c'est demander à InDesign de resserrer le bloc autour du texte.
Alors, vous avez la possibilité de le faire en 2 fois. Si vous double-cliquez sur la poignée ici, du bas, ça va la resserrer par là. La poignée de droite, ça va la resserrer par là. Je vous montre. Je double-clique. Voilà, première poignée qui a été double-cliquée. Ici, celle-là, je double-clique. Et voilà. J'annule 1 fois, 2 fois pour vous montrer que si, évidemment, je double-clique sur le coin, ça resserre les deux d'un coup. Haha, logique. Donc voilà comment resserrer autour d'un élément, comment resserrer autour là, du texte un bloc. C'est une petite astuce qui est sympa. Oui, alors un texte peut déborder du bloc, ça ne pose pas de problème. Il va s'imprimer, il va sortir, il sera sur la sortie. Hein. Ce n'est pas parce que ça déborde du bloc comme ça que ça ne sera pas imprimé. Alors voilà, le titre, je vais aller le mettre à la place des rectangles roses. Donc je ne vais pas commencer à essayer de le mettre dans les rectangles roses. Ici, les rectangles roses de cette colonne-là, je les supprime carrément. Il faut que je sois en affichage... Ah oui, les repères sont plus là. Ce serait intéressant d'avoir les repères quand même. Dans la palette Layers. J'avais enlevé les repères temporairement. Je vais aller les remettre là. Vous voyez que dans tous les logiciels Adobe, on peut faire un clic et glisser sur les yeux. Vous n'êtes pas obligé de faire clic, clic, clic. Vous faites un clic et glisser, ça marche. Hein. Voilà, donc les repères sont revenus. Ça peut être intéressant pour repositionner les éléments. Alors voilà, le bloc, je l'amène là. Et je vais le tourner à 90 degrés. Bon, 2 solutions pour le tourner parfaitement à 90 degrés. Soit je positionne le pointeur en dehors du bloc, j'ai la double flèche qui tourne là, celle-là. Et en enfonçant la touche majuscule, je le tourne, comme ça il est calé sur les axes. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Voilà. Ou alors, autre solution, bien sûr, et là je reviens en arrière, c'est d'aller mettre ici un angle. Alors, c'est plutôt 90 que moins 90. Voilà. OK. Et alors, il sort un peu. Voilà, donc il est sorti un peu du bloc parce qu'en fait, le centre de rotation est réglé là. Il n'était pas vraiment au centre. Ça n'a pas d'importance. Mais voilà, ça explique pourquoi, quand j'encode ici, ça est sorti un peu de la page. Il n'a pas tourné sur lui-même parfaitement. Voilà. Alors, évidemment, ce titre pourrait être amélioré en mettant un contour, en mettant des couleurs, en mettant des effets spéciaux. Il y a des effets spéciaux dans InDesign. On peut mettre des ombres, on peut mettre des reflets, on peut mettre de l'épaisseur, des biseaux, du chanfrein sur le texte. Mais ce sera pour plus tard. Je veux juste montrer que voilà, on peut avoir un titre comme ça. OK. Alors, il me paraît pas assez large pour occuper toute la colonne, mais pourquoi pas. Ce que je pourrais faire aussi, c'est ceci, j'agrandis, d'accord. Je mets le curseur texte juste avant le mot cars. Vous voyez que c'est bizarre, hein. On est en train de travailler le texte qui est horizontal en fait, mais comme on a tourné le bloc, il apparaît vertical. Techniquement, il est possible dans InDesign de demander de voir temporairement la page tourner. Ça se passe dans la palette des pages, c'est la rotation temporaire des pages. Si vous devez travailler un texte comme ça pour éviter le torticolis. En tout cas, voilà, moi je vais faire ceci. Je vais chasser le mot cars à la ligne suivante avec majuscule retour chariot. Donc c'est avec, sur mon petit clavier virtuel, je vais vous montrer ça. Et bien sûr, c'est la touche majuscule ici, la touche Shift et la touche retour chariot qui n'est pas la touche entrée, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Dans InDesign, c'est vraiment une différence par rapport à cette touche-là, du pavé numérique. C'est pour ça qu'on appelle ça la touche retour chariot. Ben, vous pouvez l'appeler la touche entrée si vous voulez, tant que vous l'utilisez. Voilà. Donc voilà, j'ai mon texte qui a été chassé sur la ligne suivante. Si vous demandez même d'afficher les caractères masqués, chose qu'on n'a pas encore faite, menu Type, Show Hidden Characters, menu texte, montrer les caractères masqués, c'est la dernière ligne. Vous allez voir les balises qui ne s'impriment pas, bien sûr, mais qui sont des choses que vous mettez parfois dans le texte, notamment cette balise-là. C'est la balise qui indique qu'on a fait un saut de ligne forcé, avec majuscule retour chariot.
Alors par la palette paragraphe, je vais pouvoir centrer parce que ça devient nécessaire. Voilà, centrer. Je vais modifier ici la dimension du mot, c'est pas interdit. Donc c'est vraiment un petit travail créatif. Je vous montre ce que moi je fais, mais maintenant vous faites ce que vous voulez. Par la palette caractères, je vais donc agrandir. Ah oui, du coup, il n'est plus visible, il faut que j'agrandisse le bloc. Voilà. Peut-être régler l'interlignage parce que les deux mots sont un peu trop éloignés l'un de l'autre. Là, ils sont un peu trop proches, bien sûr, voilà. Ok, tiens, j'avais un espace avant le mot vintage, et du coup ça a foiré mon centrage. Voilà, mettre des couleurs différentes si on veut, bien sûr. Enfin voilà, là ça devient un peu plus créatif. Un peu de fantaisie, ça fait du bien dans les mises en page. Changer même la police, tout est possible. Rien n'est définitif, on peut travailler un peu là-dessus, puis laisser reposer un peu et revenir là-dessus, se rendre compte qu'on a fait un truc vraiment foireux et réessayer autre chose. Ok, donc voilà le genre de choses qui peut amener un peu de fantaisie dans la mise en page et faire rendre la chose un peu plus sympa. Bien sûr, si je suis en train de faire un rapport d'entreprise, ça doit rester sérieux, je ne vais pas faire des choses comme ça. C'est plutôt pour des magazines que ce sera intéressant de faire ça. Si on veut aller plus loin dans la typographie, bien sûr, vous passez dans Illustrator à ce moment-là. Illustrator vous permettra d'aller plus loin dans le travail de la typo et vous importez le fichier Illustrator et vous l'utilisez dans InDesign. Alors je vais terminer avec ceci dans la palette habillage, donc menu Window Text Wrap ou menu fenêtre habillage. Je vais dire tiens, le bloc ici, voilà que je sélectionne, le bloc qui contient là le texte va habiller. À partir de là, si j'enclenche cette icône-là, donc, quand je le bouge le bloc, vous voyez qu'il repousse le texte là où il se superpose. Ça, c'est vraiment une des fonctions de InDesign intéressantes parce que ça permet de se différencier de logiciels comme Word qui n'arrivent pas à faire de l'habillage de texte, évidemment. C'est pour du secrétariat, Word, c'est pas pour de la mise en page. Alors chez Microsoft, je sais qu'ils ont Publisher aussi, qui est plus spécialisé que Word, mais c'est moins connu. Et voilà, c'est le genre de choses qui peut être faite, de l'habillage. Voilà ce que ça donne. C'est pas génial, c'est trop grand, mon bloc est trop grand, je vais le redimensionner. Si je le redimensionne en prenant par la poignée, le texte disparaît, j'annule. Je vais le redimensionner, et ça c'est super important, surtout quand on fait du travail de typo comme ça. Le bloc, je vais le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Et à partir de là, poignée du coin n'importe laquelle, touche Alt majuscule, vous connaissez, eh bien le contenu se redimensionne aussi. Donc ça c'est la grande différence entre l'outil de transformation manuelle et l'outil flèche noire.
quand on travaille sur du texte, pas quand on travaille sur des images, mais sur du texte, oui, ça redimensionne, l'outil de transformation manuelle ici, redimensionne le contenu. Donc ça peut être bien. Ça reste très basique, hein. Il manque des lettrines éventuellement, il manque un travail sur le texte, mais c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on a fait là, ça avance. Et si on vous demande de fournir un document Word, vous allez être mal, parce que vous avez fait ça dans InDesign, d'accord? Mais comment vous faites pour fournir un document Word? Mais il faut connaître l'astuce. Il faut sauvegarder en PDF, ouvrir dans Acrobat Pro, le PDF qui sera exporté au départ de InDesign. Et dans Acrobat Pro, vous avez la possibilité d'enregistrer le PDF dans n'importe quel format, notamment plusieurs formats Word, anciens ou nouveaux. Ça ne marchera pas si vous avez mis des ombres et des effets spéciaux InDesign, mais il n'y en a pas encore dans ce document. Donc normalement, cette mise en page qui est là devrait pouvoir exister en Word. Il suffit d'enregistrer, d'exporter donc le PDF au départ de InDesign, l'ouvrir dans Acrobat Pro, pas Acrobat Reader bien sûr. Dans Acrobat Pro, enregistré au format Word, vous avez un document Word qui en jette au niveau de la mise en page. Voilà. Et parce que parfois on vous oblige pour certains travaux à fournir du Word dans des dossiers, dans des rapports d'entreprise, etc. Vous n'êtes pas obligé de vous taper Word et d'apprendre comment il fonctionne. Si vous connaissez InDesign, vous connaissez Word en quelque sorte. Voilà.